Bonjour Audrey, bonjour à tous. Moi je m'appelle Julien Vandenborg, je suis thérapeute depuis une vingtaine d'années maintenant. Je reçois aussi bien les enfants que les adultes. Je suis kinésiologue de formation et je travaille dans le domaine, on va dire, du psychocorporel. Comme son nom l'indique, qui travaille à la fois sur l'aspect psychique et émotionnel et à la fois au niveau du corps, au niveau de ses manifestations, de ses tensions, de ses somatisations parfois. Donc c'est une approche plutôt intégrative de la santé. On travaille sur l'interdépendance, on va dire, au niveau du système, de regarder tous les aspects de la personne, autant le physique, donc l'émotionnel, le mental, l'aspect nutritionnel parfois aussi. Euh, donc c'est une approche qu'on peut considérer comme holistique, qui regarde vraiment le tout, qui essaie de regarder la personne dans sa globalité et dans son contexte, parce que je pense que c'est intéressant de regarder la personne là où elle vit aussi, évidemment dans son contexte familial, mais aussi social, bien sûr, culturel. Euh, voilà. Et un aspect aussi que je trouve important, c'est le côté transgénérationnel. Donc c'est cette idée que on vient pas de nulle part, qu'on a des parents, des grands-parents, qu'il y a évidemment une lignée qui fait qu'on est influencé. On le sait au niveau évidemment de la génétique, au niveau scientifique, mais c'est de plus en plus établi qu'il y a beaucoup de choses qui se transmettent, qui passent d'une génération à l'autre. Et voilà, ça me semble intéressant de pouvoir dézoomer, de pouvoir essayer de prendre du recul à certains moments et de regarder ce fonctionnement de manière plus large. Moi, je me suis formé à la kinésiologie, pardon, assez, assez tôt, je dirais en sortant des études secondaires. Voilà, c'est une méthode qui m'a assez bien parlé. Je me souviens, pour parler de mon expérience, voilà, je devais avoir 16-17 ans et c'est en sortant d'une séance de kinésio que je me suis dit, tiens, voilà, je me suis senti déjà assez apaisé et serein et une sensation de bien-être en sortant, mais surtout et aussi une assurance, une force que j'avais rarement ressentie jusque-là. Et à l'adolescence, bon, c'était pas toujours évident pour moi, comme pour beaucoup, et ça m'a vraiment fait un peu un déclic. Je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant parce que je suis sorti de là en me disant, ben, rien n'a changé foncièrement dans ma vie et pourtant tout a changé. Mon regard sur moi-même à ce moment-là, sur le monde qui m'entoure, avait, avait évolué. J'avais pu lâcher quelque chose, je pense, et je me suis dit, bah tiens, ça m'intéresse et j'ai envie dans ma vie, pouvoir m'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur autant, voire plus qu'à l'extérieur. Euh, la kinésiologie, ben, c'est cette idée aussi de se reconnecter à cette dimension du corps, dans le sens, je pense qu'en Occident, on a souvent considéré le fait que le corps et l'esprit sont séparés, que l'esprit et l'intellect est à privilégier et que le corps est une sorte de moyen ou de véhicule. Et je pense qu'ici, c'est vraiment retrouver cette idée que tout est lié évidemment et qu'on peut s'identifier à son corps également, se reconnecter à ses sensations et à ses émotions parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que beaucoup de choses peuvent se libérer. Et, euh, et la kinésiologie, c'est une méthode qui, via le test musculaire, permet de rentrer en contact avec le corps, d'une certaine manière avec l'intelligence du corps, avec une forme de sagesse du corps. On dit que le corps ne ment pas, et c'est vrai que le test musculaire, donc pour expliquer en deux mots, c'est pas la force musculaire qu'on va tester, mais c'est le tonus, parce qu'on s'est rendu compte que le tonus variait en fonction de l'état de stress, en fonction des déséquilibres ou des blocages qui pouvaient subvenir. Et donc, on a essayé d'affiner ça pour pouvoir tester toutes sortes de choses et avoir une réponse corporelle. Et c'est vrai que, voilà, 20 ans après, moi, je suis toujours aussi
fasciné par ce test, par cet outil qui permet de rentrer vraiment en contact avec quelque chose de plus inconscient, de plus profond, et qui nous permet aussi de contacter ce qu'on peut appeler la mémoire du corps, la mémoire cellulaire, qui dit que tout ce qu'on a vécu, ressenti, tout ce qui a pu être voilà, stressant, douloureux dans notre vie, ben, ça a pu à un moment donné créer des résidus, des cristallisations, et que voilà, ces blocages peuvent être intéressants à un moment donné à aller détecter, à les soulever, si c'est le bon moment pour la personne, et ça c'est un facteur évidemment très important. Je crois qu'il y a à la fois la relation de confiance avec le thérapeute, évidemment, qui est primordiale, mais aussi une question de bon moment. Je pense qu'on n'est pas toujours prêt à voilà, à lâcher certaines choses parce que c'est pas pour rien qu'on les a mises en place, c'est pas pour rien qu'on s'y accroche. C'est ce qu'on appelle évidemment les résistances, et c'est intéressant de les prendre en compte et de travailler avec elles et de respecter euh, ce rythme, euh, le rythme de la personne, et aussi cette idée que eh bien, on ne va pas justement se focaliser uniquement sur les symptômes, comme on peut le faire dans d'autres techniques peut-être plus classiques, mais ici on va essayer de regarder encore une fois le contexte plus général, et pouvoir regarder ces symptômes non pas seulement comme des choses à améliorer, à supprimer, mais aussi comme, encore une fois, l'expression du corps. Euh, voilà. Alors moi, ce que je voulais, donc ça fait très longtemps dans les séances que j'essaye d'exprimer que pour moi, alors il faut employer les bons mots. Enfin, c'est difficile d'employer les bons mots, mais que cette partie émotionnelle, travail personnel, alors j'aime pas le mot travail, évolution personnelle, se connaître mieux soi-même, être mieux avec soi-même, permet une évolution équestre énorme. C'est-à-dire qu'au plus on est connecté à soi, au plus on peut se connecter finalement au cheval, au plus on va être à l'écoute de soi, au plus on sera capable d'être à l'écoute du cheval, et au plus on est OK avec la capacité de faire sa météo intérieure et sa propre perception émotionnelle, au plus on va savoir quand agir, quand au contraire s'abstenir, comment s'autogérer et être plus à même finalement de s'accueillir soi et d'accueillir ce qui se passera lors des différentes séances. Mhm. Donc souvent je dis que le travail, alors ici c'est la kinésiologie, on va parler des autres portes, a été pour moi quasiment égale, voire plus pertinente que tout l'apport technique. Parce que je pense qu'on peut apporter techniquement énormément à quelqu'un. Si derrière il n'est pas cool, il n'est pas serein, il n'est pas bien avec lui-même, il ne sera pas performant. Donc là j'ai fait un monologue d'auto-explication, mais c'est ce que je voulais à un moment dire pourquoi c'était si important pour moi de faire cette vidéo-là que j'attendais depuis longtemps. Parce que pour moi la partie émotionnelle est l'essence. Alors maintenant, qu'est-ce que tu... Alors, il faut qu'on aborde. Quelles sont les autres portes de la kiné... Enfin, il y a la kinésiologie, qu'est-ce qu'il existe comme autre porte? Qui est-ce que ça concerne? C'est-à-dire, qui est-ce qui finalement... à qui est-ce qu'on conseille ce chemin? Et alors, qu'est-ce qu'on recommande à quelqu'un qui serait un peu bloqué techniquement et stagnant avec son cheval? Typiquement, les amateurs, ils ont vraiment cette capacité d'être débordés par leurs émotions, et à ce moment-là, le cheval est fautif ou... ils vont mal vivre ou prendre personnellement des événements. Ça se passe en coaching technique aussi. Moi, pas plus tard qu'hier, la personne a mal vécu un truc, alors je ne l'ai pas amené. C'était pas parfait, j'ai pas été parfaite, mais je pense que parfois il y a un blocage qui n'est pas technique. Qu'est-ce qu'on en fait? Ben, oui, il y a plusieurs sujets. Les émotions, c'est vrai que c'est un sujet très important. Juste revenir sur ce que tu posais comme question par rapport à quand consulter ou pourquoi. C'est vrai qu'il y a toutes sortes voilà, de raisons qui peuvent amener à faire ce genre de travail. C'est vrai que moi, j'ai dans ma pratique, je remarque soit des gens qui viennent pour une demande bien précise, que ce soit encore une fois un symptôme, une douleur, une tension, je dirais physique, mais d'ordre peut-être plus chronique. Et ça, c'est un motif de consultation. Mais il y a aussi évidemment voilà, tout ce qui est lié
au stress, à l'anxiété, aux angoisses sous toutes ses formes. Euh, Problèmes de comportement. Je travaille aussi, comme je l'ai dit, pas mal avec des enfants en problème de difficultés d'apprentissage, des choses comme ça. Et donc, voilà, soit on vient pour quelque chose de précis, on fait une, deux, trois séances, on voit un petit peu comment ça se passe. Ça peut peut-être déjà soulager, faire bouger certaines choses. Et si on est prêt, on peut reparler du bon moment, et bien, il peut y avoir des déclics et même des résultats assez impressionnants, je dirais, dans un temps assez court. Et puis, il y a voilà, un travail de plus longue haleine. C'est vrai que ça, c'est parfois ce que certaines personnes viennent en se disant je vais juste voir comment ça se passe, et puis se disent bah tiens, ça a l'air d'être lié à énormément de choses dans ma vie et beaucoup de domaines, peut-être pas seulement le domaine qui m'occupe ici, mais ça me permet de prendre conscience de justement du côté transversal des choses, et donc décider de faire un travail plus en profondeur. Euh, c'est un travail, je pense, avant tout émotionnel, et c'est là peut-être que toi, tu as pu y trouver certaines choses. Donc je suis content que ce soit toi qui ait dit finalement, voilà, c'est plus à toi, j'ai l'impression, de dire ce que ça peut t'apporter. Mais je comprends le sens de ta question, et c'est vrai que ce travail émotionnel, pour moi, il est important dans le sens où je pense que quand on ne vit pas ses émotions, eh bien, c'est souvent le mental qui va prendre le relais. Le mental, du coup, avec tout ce qu'on sait de lui, le mental, c'est à la fois génial et à la fois ce qui peut nous pourrir la vie. On dit souvent que la souffrance, c'est pas simplement les émotions qu'on vit, et je pense que justement, les émotions ne font pas souffrir en soi, même s'il y a des émotions plus agréables que d'autres, on est bien d'accord. Mais je pense que ce qui fait souffrir, c'est vraiment cette mentalisation, le fait que si ça ne se vit pas au niveau justement sensation et émotion, eh bien tout d'un coup, la tête se met à partir un petit peu en live, et donc il y a quelque chose de l'ordre voilà, des pensées des scénarios qui partent dans tous les sens, le fait d'être soit dans le futur, soit dans le passé, soit je suis dans le zut, j'aurais dû, j'aurais pu, il aurait fallu que, soit cette anxiété par rapport à l'avenir, mais on n'est plus dans le présent. Alors que les émotions, je pense, sont vraiment ce vecteur qui nous permettent de vivre les choses. Et ces émotions, elles nous renseignent. Je pense qu'elles sont... on parle souvent d'émotions négatives ou positives. Moi, je ne verrais pas ça comme ça. Pour moi, le côté négatif, c'est justement peut-être de ne pas pouvoir vivre et ressentir certaines émotions ou les exprimer, euh, mais qu'elles ne sont pas négatives en soi. Encore une fois, voilà, la colère, la peur, la tristesse, bien sûr, c'est pas des émotions agréables, mais c'est des émotions qui me renseignent sur ce qui est important pour moi, sur ce qui me touche, sur ma manière d'être au monde, de ce qui est juste ou pas, ce qui est important, encore une fois. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est de libérer ce mouvement. On parle en niveau énergétique, en parlant d'émotion, d'énergie en motion, en mouvement, et que quand cette émotion trouve son origine et puis à un moment donné est, euh, est bloquée et crée ces cristallisations, et bien là, il y a quelque chose qui, soit à un moment donné, se transforme peut-être au bout du compte en somatisation, comme on disait, en expression corporelle, soit nous fige complètement et nous fait rentrer dans nos modes de réaction face au danger. Donc ça, je crois que c'est voilà, souvent ce qui se passe par rapport à nos expériences, c'est que on a cette partie, notamment du tronc cérébral, qui s'occupe vraiment de nous mettre en sécurité. Et donc, si pendant l'enfance ou l'adolescence, on va vivre des situations douloureuses ou insécurisantes, eh bien, on va avoir tendance à, du coup, se figer et enclencher ces réactions de survie. On parle de réactions de lutte ou de fuite, hein, et j'aime bien cette image aussi du tableau électrique. Par exemple, dans une habitation, bah, c'est sûr que s'il y a un court-circuit dans la maison, eh bien, pour éviter l'incendie, évidemment, le tableau va permettre de faire sauter les plombs et de couper le courant.
Alors heureusement que ça existe, évidemment, ça évite le pire. Mais si à un moment donné on ne va pas rétablir, voir où est le court-circuit, rétablir, réparer la panne et puis ensuite relever les disjoncteurs, ben, il n'y a plus grand-chose qui se passe par la suite. Ici c'est un petit peu la même idée dans le sens où ben, si je reste dans mes réactions automatiques de survie et de réaction face au danger, eh bien je ne suis plus... voilà, je ne suis plus Dans le choix. oui, dans le choix conscient de ce que je peux faire, dans la rationalisation, dans le fait d'être objectif. Et donc c'est cette idée finalement de faire passer... il y a des corrections d'ailleurs en kinésiologie qui travaillent et qui sont à la fois très simples mais très puissantes je trouve et qui permettent de réactiver par exemple la zone du cortex frontal, qui est cette zone qui nous permet justement d'objectiver, de pouvoir rationaliser, de pouvoir faire appel au bon sens, de pouvoir sentir que je suis en pleine possession de mes moyens, que je peux réfléchir à la situation telle qu'elle est dans le présent, voir quelles sont mes options, mes opportunités, et donc de retrouver cette capacité de choix et de redevenir acteur à ce moment-là de ce qui se passe, et non de subir comme souvent quand on est sous stress, ça se passe. Euh, Si on devait transformer cette expression couramment entendue de la gestion ou du contrôle de ses émotions, quels sont les mots que tu choisirais? Parce que moi, à chaque fois, ça me chipote ce terme. En fait, pour moi, l'apogée de la technique, c'est de lâcher prise. Et puis, à chaque fois, je ramène aux chevaux, mais pour moi, l'apogée de la technique à cheval, c'est de lâcher prise. Il y a un autre truc, un autre point que je voudrais faire aussi, c'est la disponibilité physique. Au plus on traite de l'émotionnel, au plus le physique se libère, au plus on est bon à cheval. Donc il y a la partie, au plus on est serein, dans le calme, au plus on va être pertinent et dans une capacité de connexion. Donc ça c'est, on va dire, oui, énergétique, émotionnelle. Et puis il y a la partie physique aussi qui est hyper importante. Mais il y a ce mot, contrôle et gestion, tu remplacerais par quoi? Quelqu'un qui te dit non mais dans mon métier il faut que je sois très au contrôle ou Mm -hmm. Ben, c'est vrai que quand on parle d'émotion, on est dans une société qui parle beaucoup de gestion des émotions. Et, euh, et je crois que je vois ce que tu veux dire. Ça me gêne aussi de parler de gestion si on entend gestion justement par contrôle et par retenue, du coup. En tout cas, moi, c'est un petit peu le fil que je fais assez rapidement. Du coup, voilà, gestion, encore une fois, c'est devoir se retenir, devoir contrôler, devoir à un moment donné empêcher quelque chose. Alors que pour moi, une émotion, c'est un courant et que si justement on laisse ce mouvement s'opérer, euh, alors la charge émotionnelle négative peut se libérer et on peut passer à l'émotion suivante quelque part. On peut la vivre pleinement, on peut voir encore une fois ce qu'elle a à nous amener et à nous dire, et puis après, ben, on peut voilà, passer à autre chose. On ne reste pas coincé. Ce qui peut être délétère, à mon avis, c'est d'être coincé, figé dans son émotion, qu'on en soit conscient ou pas, d'ailleurs. Et c'est vrai que quand on parle du mot contrôle, euh, moi, ce qui me vient directement, c'est, pour moi, le contrôle, c'est un petit peu le pendant de l'insécurité. Pourquoi est-ce qu'on doit contrôler? Pourquoi est-ce qu'on doit rajouter du contrôle? Parce qu'on se sent menacé quelque part ou parce qu'on se sent en insécurité. Et c'est vrai que, pour revenir à ces réactions de survie, il y a à un moment donné des contextes, souvent évidemment pendant l'enfance, l'adolescence, qui nous ont mis en insécurité et qui ont fait que du coup, ben, on est rentré dans un mode de protection, dans un mode de défense, qui est souvent une forme de contrôle. On le voit hein, dans les névroses obsessionnelles, où on le voit, voilà, on a cette tendance à de plus en plus contrôler les choses pour avoir ce sentiment de sécurité. Et c'est vrai que ça nous amène un sentiment de sécurité, ce qui est important, mais qui ne nous permet pas finalement de nous sentir vraiment en sécurité. Et du coup, ben, on doit souvent rajouter du contrôle. Dès qu'il y a un imprévu, ben, ça devient encore plus compliqué. Alors que quand on est dans ce fameux lâcher-prise, qui est peut-être l'inverse du contrôle, là justement, eh bien, il y a quelque chose voilà, qui peut se libérer, qui peut se déposer, et qui fait qu'à mon avis, on est beaucoup plus centré à ce moment-là.
Et c'est vrai que si on parle de performance, performance sportive ou professionnelle, c'est vrai qu'il y a un côté où je pense que plus on est centré dans son axe et à l'écoute de soi, plus on va pouvoir développer son potentiel et plus on va pouvoir réagir justement à ce qui se passe et être au plus près de ce qui arrive, que ce soit par rapport à son cheval ou par rapport au contexte qui nous environne. Et donc voilà, pour moi, ce n'est pas agir directement sur le contrôle, parce que ça c'est souvent plus de contrôle encore. Bien sûr, il faut la technique, mais une fois qu'on a la technique, c'est de pouvoir petit à petit s'en détacher peut-être, s'en libérer, en disant, ben là, je sais que je peux me faire confiance. Bien sûr, on ne sait jamais, et dans la vie c'est comme ça aussi, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bien sûr, il peut arriver certaines choses, mais si j'ai cette confiance dans le fait que s'il arrive quelque chose, je vais pouvoir y faire face, que j'ai ce qu'il faut à l'intérieur de moi, que j'ai les ressources nécessaires pour remédier à la situation, eh bien je peux vraiment me sentir en sécurité. Et je n'aurai pas besoin justement de mentaliser outre mesure ou d'aller essayer de contrecarrer tout ce qui pourrait se passer ou de penser à toutes les situations qui pourraient subvenir pour voir si vraiment je vais pouvoir fonctionner dans la situation, mais pouvoir justement voilà, lâcher prise finalement et me sentir de plus en plus centré dans mon axe et de plus en plus à l'écoute aussi de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, je pense que le travail thérapeutique peut, que ce soit via la kinésiologie ou d'autres méthodes évidemment, peut aider à trouver ce centrage et à se rapprocher de qui on est. Et il y a une question que je vais te poser que je viens de penser. Désolée. Mais est-ce que pour toi, il faut forcément être accompagné? C'est-à-dire, est-ce que ce chemin peut être fait, traversé, trouvé, employé seul? C'est une bonne question. Désolée. Non, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de manières finalement de faire comment on peut l'appeler, ce travail, ce chemin. Moi, je parle souvent de travail thérapeutique, mais c'est vrai que c'est un chemin et un chemin de vie et un chemin vers soi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous permettre de cheminer. Je pense même comment dire, à l'approche artistique, par exemple, le fait d'écrire, de dessiner, de sortir de soi certaines choses. Il y en a voilà, qui ont besoin de ça. Ça peut être bien sûr via le sport aussi. J'ai l'impression que le travail thérapeutique, lui, nécessite à un moment donné un vecteur extérieur. Parce que justement, c'est en se confrontant à l'autre qu'on va à un moment donné pouvoir peut-être regarder mieux à l'intérieur de soi. J'aime bien cette idée, moi, des rendez-vous en thérapie qui, bien sûr, on a rendez-vous avec un praticien, mais finalement, on a rendez-vous avec soi-même. Et, euh, et j'aime bien cette idée de pouvoir aller regarder, de pouvoir aller déposer. Et je pense que ça, c'est possible dans la relation thérapeutique. On peut, on peut évidemment, toute relation peut être très riche, ça peut être très intéressant de parler avec des gens de confiance, des amis, d'avoir des gens comme ça avec qui on peut échanger, mais la relation thérapeutique, elle est particulière. Et c'est vrai que c'est pour ça que, voilà, moi je ne vais pas recevoir en séance des gens que je connais trop bien, on va dire, ou avec qui j'ai une relation par ailleurs, parce que ça ne laisserait pas la place à cette relation thérapeutique, qui est vraiment d'un ordre ouais, particulier, et qui, par ce fameux cadre thérapeutique, nous permet justement de rentrer dans un processus et de rentrer dans oui, ce fameux travail sur soi. Euh, voilà. Donc c'est peut-être un passage, c'est peut-être un moment de vie, ça peut être une porte d'entrée aussi. Euh, et j'aime bien l'idée que les choses, que les formes de thérapie ou les techniques sont complémentaires également. Moi je sais que j'ai pas mal de mes patients qui
viennent à la fois me voir et en même temps ils font de l'ostéopathie ou en même temps ils font une psychothérapie ou une psychanalyse. Voilà, je pense que c'est intéressant de voir cette complémentarité et de voir que on peut avoir besoin de portes d'entrée différentes à certains moments de sa vie. Euh, donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, mais je pense qu'à certains moments, c'est intéressant en tout cas d'aller se confronter. Encore faut-il trouver à ce moment-là la personne qui nous convient et la méthode qui nous convient, et ça peut prendre peut-être un certain temps. Ouais, moi je pense qu'il faut oser, en tout cas les quelques élèves, amis auxquels je conseille, en fait, moi je parle de moi, je leur dis voilà, moi j'ai vécu ça, ça m'a aidé, ça m'a apporté telle ou telle chose, ou confort, ou voilà. Euh, je pense qu'on ne choisit pas son coach technique, je le dis tout le temps ce truc-là, Mhm. je radote, mais je pense qu'on ne choisit pas son thérapeute non plus. Il y a des gens en qui on va avoir confiance, on va Mhm. se rejoindre sur une manière de penser, on va être capable d'être suivi aussi, parce que moi je pourrais en perdre d'autres. Je pense que ça ne se choisit pas, et je pense qu'il faut oser aller voir et ne pas continuer en fait. Et un autre truc, ça il faut que tu me dises ce que tu en penses, c'est que, et techniquement j'ai cette croyance aussi, il y a toujours deux versions. Il y a la personne qui va en stage dans différents endroits et qui change de praticien régulièrement. Et il y a une notion quand même de régularité, de stabilité. Et moi, je crois beaucoup dans la notion un petit peu de sécurité, stabilité, régularité. Alors, je pense qu'après, à un moment, un coach, on le transcende. Moi, techniquement, je souhaite que mes élèves me transcendent. Mhm. Mais je pense par contre qu'un système soit gardé à un moment et qu'on arrive et qu'on puisse se déposer pleinement, je pense que ça prend du temps finalement. Je trouve ça plus pertinent. Nous, dans notre métier, il y a, parce que je sais que ça dépend, mais tu peux pas toujours illustrer, mais il y a, tu sais, machin donne stage pendant 2 jours. Ça m'arrive, moi, des fois, je donne stage pendant 2 jours. Et on ne sait pas qui va s'inscrire au stage, donc c'est 10 personnes par jour. Et il y a c'est pas que c'est une mauvaise technique, mais c'est que d'intervenir juste une fois ou deux, oui, on va pouvoir apporter sa petite touche. Mais je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir vraiment transmettre un système de fond, une sécurité de fond, une communication, parce qu'en fait il s'agit de créer une communication. Et moi en tout cas personnellement, la thérapie je la vis, alors j'aime pas ce mot hein, la thérapie, mais le suivi je le vis comme ça. Je trouverais que ça aurait moins de sens, pas qu'il y ait plusieurs praticiens, parce que finalement dans l'équipe il y a plusieurs personnes, mais qu'il n'y ait pas un travail continu et suivi. Mhm. Je sais pas ce que toi tu ressens, parce que je trouve que tu peux être pertinent sur du court terme. Encore une fois, voilà, ça peut être du court terme si la personne vient chercher une chose précise et si c'est le bon moment pour elle, on va dire, de lâcher peut-être ce truc-là. Ça peut être un coup de pouce, ça peut être quelque chose justement par cette relation de confiance qui peut, en un temps peut-être très court, amener quelque chose. Maintenant, ça c'est peut-être ma croyance, mais j'ai cette idée que finalement, en effet, on va avoir plus une personne qu'une technique. Et on peut parler évidemment de bons praticiens, tiens, il faut absolument aller voir cette personne. Mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on est plus dans l'idée que cette personne, encore une fois, va nous apporter quelque chose. Que c'est elle qui va amener voilà, des bonnes solutions. Et je pense que le processus, c'est intéressant de le regarder aussi comme finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir aller jouer dans dans ce travail, dans cette relation thérapeutique, qu'est-ce que je vais pouvoir aller déposer et en d'autres termes, est-ce que les conditions seront réunies pour que je puisse venir installer ce processus. Et oui, il y a cette technique évidemment. Encore une fois, il faut que ça nous convienne, il faut qu'on se sente à l'aise avec la manière de procéder et qu'on soit à l'aise avec ce travail au niveau du corps, etc. Mais je pense que est-ce que les conditions sont réunies finalement pour que je puisse venir faire mon propre travail. Et je rebondis alors aussi, ça me fait penser au fait que pour être thérapeute, je pense que c'est très important aussi de faire ou d'avoir fait un certain travail pour justement être dans une attitude plus ben, j'aime pas ce mot neutre, mais plus empathique, on va dire, ou permettre de mettre en place les conditions
par cette attitude, par ce cadre, encore une fois, pour que la personne se sente libre de venir honorer ses rendez-vous avec elle-même et venir vraiment jouer sa partition. Et donc voilà, il y a quelque chose qui me semble encore plus important moi dans ma formation. Bien sûr, j'ai appris plusieurs techniques, mais ce qui m'a le plus, je pense, amené à réfléchir et à pouvoir faire évoluer ma pratique, qui s'est, je crois, au fil du temps, fort simplifiée, d'ailleurs au niveau technique, mais parce que je pense que le travail se fait ailleurs aussi et que cette attitude et ce rôle de thérapeute, je l'ai travaillé, je l'ai compris au fur et à mesure du temps et des années, et surtout par ma propre thérapie. C'est vrai que je parlais de quand j'avais 16-17 ans que j'allais en kinésiologie. Bah, je pense que depuis, j'ai pas vraiment arrêté d'aller voir des thérapeutes, voilà, mais de toutes sortes. Et j'ai l'impression que ce travail qui, oui, comme tu le disais, doit à un moment donné peut-être avoir plus de régularité et plus de, ça doit pas, c'est pas ce cliché qu'il faille absolument que ça dure des années, mais de voir le temps qui me convient pour justement aller travailler certaines choses et aller me rencontrer. Rencontrer ces parties de moi que j'ai peut-être laissées sur le bord du chemin à un certain moment parce que justement c'était trop insécurisant. J'ai réagi comme j'ai pu à ce moment-là. J'ai tout figé, j'ai tout bloqué à l'intérieur. Je suis resté coincé dans ces fonctionnements. Ces fonctionnements m'ont convenu pendant un temps, ils m'ont permis peut-être de traverser ces phases douloureuses ou compliquées, mais maintenant ils ne me conviennent plus et j'aimerais pouvoir aller recoller ces parties, les rendre plus vivantes et me retrouver dans toutes mes dimensions, petit à petit. Je vais, du coup, par cette question, il va y avoir enfin, voilà. Il va y avoir une répétition, mais je pense que c'est trop bon de bien remarquer. Donc on va y aller dans la répétition. Si tu dois résumer, qu'est-ce que l'on gagne à faire ce chemin-là? C'est ce que tu viens de dire, hein, mais si tu dois le résumer, pour quelqu'un qui serait vraiment, moi je croise vraiment des personnes qui sont frileuses, il y a encore cette croyance que j'ai une amie à laquelle je tiens beaucoup et qui a vécu des trucs difficiles. Et du coup, je lui ai, avec toute mon amitié, conseillé de, à un moment être accompagnée pour traverser ces trucs-là. Et sa famille ou son entourage a quand même dit oui, mais enfin, t'es pas folle. Il y a encore cette croyance de. Il faut, c'est très. C'est pour ça que moi, les conventions sociales, j'ai beaucoup de mal. C'est que c'est très sociétal d'ici. Si on va aux US, d'avoir un coach, c'est tout à fait. C'est pas le mot normal, mais c'est essentiel. En fait, ils ont un coach bourse, ils ont un coach gestion financière, ils ont un coach rangement, ils ont un coach émotionnel, c'est très normal de se faire accompagner sur différents sujets. Et ici, quand même, non. Bah non, on va se débrouiller tout seul, parce que quand même, on est fort. On est fort, donc on se débrouille tout seul. Alors moi, je pense que la force, c'est de savoir au contraire demander de l'aide parfois. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qu'on pourrait. Tu vois, quels sont les mots qu'on pourrait trouver pour la personne qui associe cette idée que voilà, si à un moment elle fait ce chemin-là, bah, c'est une forme de faiblesse ou elle serait folle, ou enfin, je sais pas si tu vois où je veux t'emmener. Mais c'est peut-être justement en effet de trouver sa force, mais peut-être sa vraie force, de trouver sa puissance, de se trouver soi-même. Alors ce sont des termes un peu génériques comme ça, mais oui, c'est cette idée de se reconnecter vraiment à qui on est et de faire les choses parce qu'elles nous conviennent vraiment et pas parce que justement il faut convenir ou il faut que, etc. Cette pression qu'on se met souvent et je pense qui amène énormément de soucis justement, peut-être même de dépression ou de burn-out pour l'instant dans notre société. C'est quelque chose qui est fort développé justement encore une fois par ce contrôle, cette retenue, le fait de devoir performer d'une certaine manière. Et donc c'est le fait de lâcher. De lâcher peut-être beaucoup de choses qui nous empêchent de fonctionner comme c'est juste
de fonctionner pour nous. Donc je dirais que voilà, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est redevenir acteur de sa vie, de retrouver encore une fois du choix. Euh, je pense que beaucoup de nos comportements, nos fonctionnements et nos qualités aussi, d'ailleurs, sont liés à des blessures ou à des névroses. Et le but, évidemment, n'est pas de perdre ces qualités, et celle-là, on ne la perdra évidemment pas, mais c'est de pouvoir voir à quel moment je vais les utiliser, à quel moment je vais être cette personne performante, cette personne en contrôle, cette personne, voilà, il y a plein de domaines de la vie où c'est utile, où c'est important de pouvoir gérer les choses de cette manière-là, et c'est encore une fois une qualité, mais peut-être pas tout le temps, et peut-être pas de manière automatique, et encore une fois réflexe, parce qu'il faut que je colle à une certaine image que je pense devoir coller, etc. Et donc c'est pouvoir se détacher un petit peu de tous ces stéréotypes, de toutes ces choses qui finalement nous font agir, nous font nous mouvoir et qui en fait sont des choses finalement parfois subies ou parfois qui ne nous conviennent vraiment pas ou plus. Et donc c'est regarder un petit peu toutes ces choses. Pour moi le travail c'est encore une fois c'est déposer, c'est observer, c'est regarder, c'est prendre du recul, peut-être regarder les choses parfois sous un angle différent pour pouvoir justement les re-questionner. Là où dans notre vie on est souvent un peu le nez dans le guidon, un peu voilà, à fonctionner avec toutes ces pensées qui nous traversent tout le temps. Ici, c'est voilà, faire un petit peu, mettre pause, regarder les choses, encore une fois, d'un petit peu plus loin, et pour pouvoir peut-être voir des contours qui se dessinent, et plus que ça vienne prendre toute la place dans notre vie et nous encombrer, nous parasiter. Donc c'est parfois se rendre compte qu'il y a des choses qui nous encombrent et nous parasitent et qui euh, finalement nous mettent à mal. Et encore une fois, au bout du compte, créer parfois chez nous des angoisses, de l'anxiété. L'angoisse, moi je vois ça un petit peu comme étant quelque chose, je trouve ça intéressant de le différencier de la peur. La peur, encore une fois, c'est une émotion qui est utile, comme toutes les émotions. Si on avait peur de rien, on se mettrait en danger tout le temps et ce ne serait pas intéressant. Mais l'angoisse, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est quelque chose d'assez diffus. C'est peut-être la peur d'avoir peur. C'est un peu cette idée que là, derrière le coin, il y a une ombre, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un peu un brouillard, c'est un peu confus, mais je vais en tout cas pas aller voir. Ça, voilà, c'est trop insécurisant pour moi. Et donc, je vais garder ça très à distance. Par contre, si petit à petit et étape par étape, quand c'est le bon moment, encore une fois, je vais pouvoir me rapprocher de cet endroit pour à un moment donné peut-être aller mettre la lampe et la lumière là-dessus, je vais pouvoir me rendre compte que finalement, oui, c'est quelque chose qui me fait peur, mais de cette peur, je vais peut-être pouvoir en faire quelque chose. Comment je vais pouvoir l'apprivoiser, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour ne plus me retrouver dans cette situation, ou pour avoir moins peur, etc. Voir aussi si c'est peut-être ma propre peur ou si c'est la peur de, je sais pas, un de mes deux parents ou quelque chose que j'ai pris sur moi. Et donc je vais pouvoir, encore une fois, faire un travail à partir du moment où cet état des lieux va être fait et où on va être le plus précis possible sur voilà, l'analyse de ce qui se passe. Mais l'analyse, je dirais moi, ma porte d'entrée, comme c'est toujours le corps, c'est l'analyse, mais l'analyse aussi de ce qu'on ressent et de ce qui se passe. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup interroger les personnes dans ma pratique, les personnes qui viennent me voir, sur ce qu'ils ressentent, comment ils vivent les choses, comment ça se passe à l'intérieur de leur corps. Et c'est très dur de répondre à toutes ces questions, en tout cas dans un premier temps, mais c'est aussi une forme d'apprentissage. Comme je disais au début, c'est vraiment se reconnecter à cette dimension corporelle parce que voilà, c'est comme ça, je pense, qu'on peut faire ce lien et qu'on peut être dans cette unité. Voilà. Je pense à un exemple que j'ai envie de citer. Donc on va faire un pont, enfin on aura l'habitude. C'est un moment, il y a plein de mots que tu as employés, mais moi ça m'a emmené au mot moteur.
Donc c'est de reprendre du choix. On était sur retrouver de la puissance, retrouver de la justesse par rapport à soi-même, quitter le il faut, je dois, j'ai peur de donc j'y vais pas. Et il y a un truc que je trouve, enfin qui moi a été très game changer, c'est le moteur. C'est-à-dire qu'en fait, pendant tout un temps, on peut être animé de volonté, de détermination pour, je prends un exemple qui moi pouvait me coller un peu à la peau, mais la personne on lui a dit qu'elle n'y arriverait pas ou qui est de manière combative va se lever tous les matins pour contrer ce truc-là. Voilà. Et puis à un moment on quitte ce truc-là et en fait on se lève le matin juste par envie. Et finalement j'aime bien reconnecter tout ça. Donc quitter le il faut, je dois, retrouver de la puissance et de la justesse pour soi parce qu'on se dénude de tout un tas de trucs mis en place qui ne nous appartient pas trop, qui collait à une espèce de volonté de convenir, de ce qui est attendu, ou en tout cas de ce qu'on pense qui serait éventuellement attendu. Et j'aime bien du coup après revenir au moteur de l'envie et du désir, si on va dans l'étymologie, c'est l'essence, quoi. C'est le fait que ça parte vraiment de soi et d'un feu intérieur qui lui a beaucoup moins de... En tout cas moi j'ai la croyance que du coup il est beaucoup plus connecté à ce que nous sommes intrinsèquement et qu'il n'est plus animé par un genre de compensation. Je sais pas si ça se tient. En tout cas, ça, moi, du coup, ça avait été assez game changer. Alors, il y a eu mille trucs, hein, on ne pourrait pas les citer tous en. Mais je trouve que ça reprend plein de choses. Dans mon métier, on parle beaucoup de mind coaching. Finalement, le mind coaching ça revient à quelque part, c'est une vision plus holistique. Donc, on ne va pas faire que se demander comment on va préparer une compétition et on va s'en écarter un petit peu, mais dire indirectement, on arrive beaucoup plus serein en compétition, si on fait la compétition, si ça a du sens. Mais parce que finalement, on sait pourquoi on est là, on s'est préparé, il n'y avait rien de compensé. Donc je trouve que ça amène à une forme de performance, mais une forme de performance en se reconnectant à ce qui a vraiment du sens pour nous. Oui, en effet, tu le dis bien. Je crois que c'est au niveau énergétique. Moi, j'ai un peu cette image d'être à l'aplomb de qui on est, d'être dans son axe. Je reviens sur cette idée de centrage qui nous permet d'être vraiment aussi dans cette concentration parfois extrême. Et centrage, en effet, c'est je suis juste par rapport à qui je suis. Et ça interroge peut-être mes motivations. Et c'est vrai que c'est pas évident d'aller interroger ses motivations, d'aller regarder un petit peu ce qu'il y a derrière les choses. Justement, il y a des choses qu'on a parfois pas trop envie de voir et c'est pas pour rien. Si on les a mis loin de soi, c'est parce qu'on pense qu'on va pas être capable de pouvoir y faire face, de pouvoir justement vivre les émotions qui y sont peut-être reliées. Et donc de nouveau, c'est quelque chose qui doit se faire en douceur et dans le respect du rythme, mais c'est cette idée qu'on va pouvoir regarder vraiment ce qu'il y a derrière les choses. Encore une fois, voilà, il peut y avoir derrière, on entend souvent ça, des gens qui ont été humiliés ou mis de côté à certains moments de leur vie et qui du coup ont développé des énormes capacités justement à dire ah c'est comme ça, eh bien moi je vais pas et voilà et bah, c'est des belles histoires aussi, c'est des beaux mais on ne se doute pas toujours de la souffrance qu'il peut y avoir derrière. Et moi c'est vrai que ça c'est un critère important évidemment, c'est de voir à quel niveau ça peut apporter de la souffrance. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte? Et du coup, indirectement, je trouve que ça rapporte énormément d'énergie parce qu'en fait, certaines compensations qu'on met en place nous coûtent. C'est-à-dire qu'on veut convenir à tel truc ou on est en train de vivre tel. Et donc, en fait, pour ça, ce moteur-là va coûter plus de fuel. Enfin, je sais pas comment l'expliquer autrement. Et finalement, en fait, une fois que. Bon, moi j'aime bien l'expression art de s'en foutre, hein, c'est pas joli, mais j'aime bien ce truc-là. Il y a un bouquin. Mais une fois que tout ça est délesté et qu'on part de l'envie, bien sûr que donner coûte, mais c'est pas le même coût. Parce qu'en fait, il y a une vraie volonté à ce moment-là qui est juste pour nous, je trouve. Donc je trouve qu'il y a cette notion de souffrance et il y a cette notion de récupération d'énergie aussi qui est très forte. Et d'ailleurs, il me semble que nous, nos premiers échanges, moi j'étais venue pour ça. Je suis crevée, je suis vidée, j'ai plus la pêche. Il me semble que c'était ça, non? Je sais pas. C'est possible, ouais.
Et petit à petit, hop, alors il y a eu des moments où je n'avais plus du tout la pêche. Mais petit à petit, hop, j'ai pu grignoter parce qu'il y a eu effectivement un recentrage. Bon, si tu sais, une vie, moi je pense qu'on en a pour toute notre vie, mais je trouve que la notion d'énergie et du coup indirectement de récupération de puissance est un bon. L'énergie est un bon filtre, c'est pas le mot, une bonne photographie quoi. En fait, quand on se vide de manière anormale, d'où burn-out, hein, quand ça a été cité, il me semble, dans notre dépression, c'est qu'on est finalement peut-être pas dans le bon moteur et dans le bon désir de soi initial. Enfin, je sais pas ce que tu veux dire. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que tu parles de compensation, ça coûte aussi C'est ça. des compensations. Et peut-être qu'on s'en rend pas compte, justement, parce que je pense qu'on fonctionne souvent comme on fonctionne depuis tellement longtemps que justement notre seuil finalement a bougé et qu'on ne s'en rend peut-être plus compte et qu'on ne se rend pas compte de l'énergie que ça nous coûte. Et c'est vrai que moi, des gens qui arrivent un peu en bout de course ou justement parce qu'il y a un burn-out qui s'est déclaré, parce qu'ils sont en arrêt de travail et qui disent bah, je comprends pas, il s'est passé un petit truc et puis tout d'un coup tout est parti voilà, en vrille et c'est intéressant à ce moment-là de regarder, bah oui mais depuis combien de temps finalement on est en train de compenser, depuis combien de temps euh, ça nous coûte en énergie, en effort de devoir Devoir. voilà, de devoir rester en équilibre, parce que c'est un pseudo-équilibre et que le corps n'aime pas être en déséquilibre, et donc il va toujours, comme au niveau musculaire par exemple, si un muscle est en détresse, eh bien c'est d'autres muscles qui vont compenser. Et voilà, de nouveau, c'est bien que ça fonctionne comme ça un certain temps, mais à partir du moment où ça devient la norme et notre fonctionnement, eh bien voilà, c'est quelque chose qui va demander trop d'efforts et qui va à un moment donné nous mettre à mal et qui va peut-être nous éloigner finalement un petit peu de qui on est, euh, en se disant que bah, c'est en étant dans cette performance ou en gagnant telle ou telle chose que ça va finalement me remplir, alors qu'on peut justement trouver aussi de la frustration ou voilà, ou se dire bah tiens finalement c'est pas ça qui vient remplir ce que j'ai toujours pensé qui allait à un moment donné me, ouais, me remplir. C'est l'alchimiste, hein, l'important c'est de profiter du chemin, c'est dit, redit. Mais en tout cas, moi, pour le parallèle sportif, c'est essentiel. On pense que si on gagne cette compétition, qu'on participe à tel truc, ou je sais pas, qu'on dresse tel cheval, notre vie intégrale va changer d'un seul coup, les couverts seront rangés entiers. Et en fait, c'est kiffer tous les jours, parce qu'en fait, on ne sait pas si on ira, de quelle manière, est-ce que c'est vraiment le chemin. Et je pense que si on rigidifie l'objectif, on passe à côté d'autre chose, je pense. Je sais pas si c'est bien exprimé. Mais... Ouais, ouais, tout à fait. Ok, alors la question clé finale, quel est pour toi l'essence de la vie? Désolée. L'essence de la vie. Par rapport à ce qu'on a dit, qu'est-ce que tu... Quel est pour toi, il y a deux questions qui me restent, qui sont après évidemment. C'est donc s'il y a un conseil à donner, voilà, si tu as un conseil que tu veux déposer aujourd'hui, c'est quoi? Bah oui, je reviendrai sur cette idée de se rencontrer et de se trouver petit à petit. J'ai l'impression que plus on va pouvoir le faire et plus on va pouvoir encore une fois se sentir en sécurité. Moi je pense que la sécurité c'est vraiment une des clés parce qu'une fois qu'on ressent une vraie sécurité, parce qu'on peut vraiment vivre les émotions qui sont là, eh bien j'ai l'impression que du coup on peut rester dans ce centrage, dans cet axe, et on ne va plus risquer finalement de s'éloigner de soi et de vivre du coup ces sentiments peut-être de frustration, voire de dépression peut-être parfois, parce que justement j'ai l'impression que beaucoup de notre mal-être peut venir d'un conflit intérieur. J'ai l'impression que cette lutte intérieure, ce conflit intérieur, on ne le détecte pas toujours, mais il est à la source de beaucoup oui, de souffrance, de mal-être.
Ce conflit intérieur, c'est ce conflit entre finalement cette partie de moi et de qui je suis, de qui j'ai envie d'être et de la vie que j'ai envie d'avoir par rapport à ce qu'on citait au début, ce contexte voilà, familial, transgénérationnel, social et autres, qui fait que je dois encore une fois coller à certaines images comme je me suis fait de moi-même, qu'on s'est fait de moi. Je dois on peut parler alors aussi de loyauté finalement, de loyauté souvent inconsciente. Je dois coller à, voilà, à cette, par rapport à tout ce qu'on a fait pour moi, par rapport à tout ce qu'on m'a donné, je me dois de. Et encore une fois, on est dans ces injonctions. On n'est pas libre finalement. On est en réaction à. Et puis après, on est souvent oui, en souffrance, en frustration de, parce que tant qu'on cherche à l'extérieur quelque chose qui vient, encore une fois, nous remplir et nous compléter, eh bien, j'ai l'impression que ça ne sera jamais suffisant, ça ne sera jamais assez, parce que finalement, nos blessures, elles sont à l'intérieur, et tant qu'on ne décide pas de les regarder, de les traiter d'une manière ou d'une autre, il y a plein, en effet, de moyens qui existent. Mais je pense que c'est comme ça qu'on peut, d'une certaine manière, retrouver cette harmonie et être moins dans une forme de lutte, plus dans une forme d'unité, encore une fois, intérieure. Euh, je vais vers qui je suis et je suis de plus en plus qui j'ai envie d'être. J'adore. Et quelle est l'essence de la vie, selon toi? Tu vas où tu veux. Précise un peu ce mot, essence. Essence. Qu'est-ce que tu entends par là? Pour moi, c'est la naissance. Si tout devait être. C'est la graine. Là, on est plus dans des notions philosophiques, peut-être. L'essence de la vie, l'origine. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'expérience, qu'on est là pour venir se confronter, expérimenter certaines choses, et que c'est dans cette expérience qu'on se trouve, peut-être finalement, ou qu'on se rend compte de sa puissance, de la beauté des choses, de la beauté qu'on a à l'intérieur de soi. Et voilà, j'ai l'impression que c'est dans cette altérité, dans cette confrontation. Donc on aimerait souvent que ça soit plus un long fleuve tranquille peut-être parfois. Et c'est vrai que les moments de crise, voilà, comme le nom l'indique, ne sont pas très agréables à vivre et on préfère les éviter. Mais à la fois, c'est peut-être ces moments qui viennent le plus nous chercher vraiment à l'intérieur, en profondeur. Et, donc, voilà, on dit souvent que derrière ça, il y a des cadeaux, que justement, oui, peut-être des cadeaux de transformation et qu'on lâche pour le coup vraiment peut-être quelque chose à ce moment-là, qu'on se désencombre, qu'on s'allège. Alors, est-ce que c'est ça vraiment l'essence de la vie? Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, on peut regarder ces critères de souffrance ou de difficulté ou de lutte intérieure comme étant justement peut-être ces moments où on peut aller regarder, où on a peut-être l'opportunité de, comme je disais tout à l'heure, de peut-être pas regarder les symptômes uniquement comme quelque chose qui nous encombre et qu'il faut éliminer, mais comme des potentialités finalement, comme des moyens de se dire tiens, là il y a quelque chose qui bloque un petit peu à l'intérieur de moi, qui crée cette tension, qui fait que je ne suis pas serein, que je ne suis pas calme, que je ne suis pas posé dans ma vie et que finalement, euh, voilà, je ne me retrouve pas. Donc, c'est ça que j'aurais envie de dire Trop génial. par trop rapport à merci. cette question. Bon, il y a 10 000 sujets qui me viennent du coup. C'est pas dit qu'on ne doive pas recommencer. Enfin, d'autres, c'est-à-dire. D'accord. Voilà. Trop merci. Trop merci. Avec plaisir. Merci à toi.